poser la question sur qu'est-ce que le leadership. J'aime bien dire justement, et c'était aussi le titre de cet atelier à la base, c'est le leadership pour tous. Pourquoi le leadership pour tous? Parce que souvent, on prête l'image de leadership à une catégorie de population dans une entreprise. Souvent, on l'attribue uniquement à des dirigeants, on l'attribue uniquement à des managers. Finalement, on se rend compte de plus en plus que cette notion de leadership, elle est vraiment pour tous. Faire preuve de leadership, c'est justement inspirer les autres. Être leader, ce n'est pas uniquement avoir des suiveurs, mais c'est justement inspirer les autres pour que les suiveurs deviennent à leur tour des leaders. Donc on va voir que finalement, cette notion qui pendant longtemps s'est prêtée à une certaine classe de la population est aujourd'hui vraiment une notion que chacun peut travailler. Alors je vous ai rapporté une définition, il y en a vraiment plein. Aujourd'hui, c'est celle qui s'apparente le mieux à mon idée de leadership. Donc le leadership est un processus d'influence sociale par lequel un individu amène un groupe à atteindre des objectifs. Voilà, jusque-là, on est clair. Le leadership n'implique pas seulement le fait de faire quelque chose à d'autres individus, mais également, ce qui n'est pas le cas pour les relations d'autorité, donc on ne parle pas d'autorité quand on parle de leadership, la première notion importante, la capacité à changer l'attitude des membres du groupe et les mobiliser à entraîner leur adhésion à des buts communs. Voilà, il y a aussi cette notion de sens qu'on commence un peu à voir. De ce fait, le leader doit savoir susciter les motivations et entraîner ceux qui le suivent bien plus que les diriger de manière autoritaire. Donc finalement, quand on est leader, eh ben on inspire sans avoir besoin de mener à la baguette, sans avoir besoin de faire preuve d'autorité. Donc ça, c'est une première chose importante au niveau de la définition. Et quand je vous disais que le leadership il était vraiment pour tous, et ben finalement, on l'a constaté dans la vraie vie. Parce qu'il y en a, à l'image de Churchill, hein, qui sont des leaders, mais plus politiques, finalement. Hein. On ne présente plus Churchill, qui a fait preuve de leadership, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits dans ce sens pour, justement, remercier Churchill de son leadership. On aime, on n'aime pas. Il a fait preuve de leadership. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est mon côté un peu passion du sport qui ressort. Sir Alex Ferguson, qui fait partie d'un des plus grands entraîneurs de football de tous les temps, qui est parti chercher Manchester United, qui était une équipe de Division 2 et qui les a ramenés sur haut de la scène, a fait preuve de leadership et justement fait beaucoup de conférences dans ce sens. Donc là, on a déjà la politique, le sport. On a ici Nikola Tesla, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un des plus grands scientifiques du XXe siècle, qui a fait preuve de leadership dans son domaine, dans la science. Il a inventé pas mal de choses. Hein. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a la Wi-Fi, qu'on a les GPS, que la radio fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui. Donc il a fait preuve de leadership dans son domaine. Et puis, alors, toujours dans le sport, alors c'est vrai que le leadership et sport, ça va bien ensemble. On a Michael Jordan, qui est aussi reconnu pour son leadership et pour sa résilience. Euh, Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a mis du temps avant de percer et qui est maintenant un des plus grands champions que le monde connaisse. Quelques phrases, moi, qui me percutent et qui, je pense, percutent chacun d'entre nous, c'est gagner votre leadership jour après jour. Et ouais, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que votre leadership, eh ben, vous n'allez pas l'acquérir. Vous n'allez pas vous dire, c'est bon, je suis leader, j'ai plus besoin de travailler là-dessus. Non, le leadership se joue jour après jour, se joue et se gagne même jour après jour. Michael Jordan s'en est rendu compte puisque finalement, même à la fin de sa carrière, eh ben, il continue de faire preuve de leadership en faisant d'autres activités. Et c'est le cas finalement que pour tout le monde. Et finalement, on se rend compte qu'un leader ne baisse jamais sa garde. Les compétences de leadership se travaillent tous les jours avec persévérance en essayant toujours de s'améliorer. Donc il y a une certaine motivation qui se met en place derrière la notion de leadership qui est très importante ici. Une autre forme hein, de leadership, c'est Mary Barra,
qui dit que peu importe ce que tu décides de faire, fais-le avec passion et toute l'énergie dont tu disposes. Alors, c'est intéressant hein, de se pencher un peu sur Marie Barra, parce que Marie Barra, alors je ne sais pas, est-ce que des personnes ici connaissent Marie Barra? Si j'ai pas de, si j'ai pas de retour, c'est que justement, je vais vous expliquer un peu pourquoi son parcours est inspirant. C'est que Marie Barra a commencé chez General Motors en tant que stagiaire. Donc, elle est issue d'un milieu ouvrier. Elle a mis du temps à se faire sa place. Donc, elle est arrivée en tant que stagiaire, en tant que femme, dans le milieu de l'automobile. Et c'était pas facile pour elle. Elle a écrit un livre aussi sur ces conditions-là. Et au fur et à mesure, donc voilà, elle a fait preuve de leadership, elle a fait preuve de résilience, elle a eu beaucoup de non, elle a eu beaucoup de refus. Et aujourd'hui, elle est directrice générale mondiale de ce groupe, qui fait que bah, c'est une des seules femmes à cette position dans le milieu automobile. Et c'est pour ça que c'est important de parler de Marie Barra aujourd'hui, c'est que c'est une personne qui a fait preuve de leadership et qui est aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, pour parler de leadership, on est obligé aussi de parler de posture de leader. Donc, il est essentiel d'affirmer une certaine posture de leader. Je suis certain que certains d'entre vous ici ont envie justement d'être un peu plus leader, ont envie justement d'être leader de sa vie, de faire preuve de résilience. Quand on connaît le monde certain dans lequel on vit aujourd'hui, il est essentiel de faire preuve de leadership. Il est essentiel de travailler sa résilience. Et pour ça, il y a besoin d'affirmer effectivement cette posture. Et pour affirmer cette posture, il est important d'être déjà un leader responsable, de prendre des décisions, de développer son assertivité. On verra ensemble ce que c'est pour vous l'assertivité. Et de renforcer sa légitimité. Donc, je vous invite à prendre des notes parce qu'à partir de maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir s'il y a des choses qui vous semblent floues ou vous souhaitez approfondir. Mais ce sont un peu les 4 notions que nous allons voir aujourd'hui. Il y a plusieurs compétences à avoir en tant que leader, mais sur cet atelier-là, j'ai souhaité justement vous parler de ces thèmes qui regroupent pas mal finalement la notion de leadership. Alors on est parti déjà sur la notion de responsabilité. Donc effectivement, un leader est responsable. Encore une fois, mettez-vous dans la peau du leader. Vous êtes du leader. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'être leader. Donc vous l'êtes de façon presque naturelle, je dirais. Être leader, c'est déjà être responsable de soi-même. Voilà. On en parlera un petit peu après. Être responsable de soi-même, c'est être responsable de sa santé, d'être responsable de son bien-être, d'être responsable de ses décisions. Je pense que ça tombe plutôt bien parce que vous avez des ateliers dans ce sens-là qui vous permettent en fait finalement de travailler votre leadership. On est aussi responsable de ses erreurs. Voilà. Souvent, on constate que beaucoup de personnes, justement, prêtent aux autres des erreurs de parcours. Alors que finalement, si on a cette responsabilité, si on accepte ces erreurs, on grandit en leadership. Je prends l'exemple un peu du commercial qui va prospecter, qui va avoir des noms. Les meilleurs commerciaux, ce sont ceux qui admettent qu'ils n'ont pas utilisé la bonne accroche, qui n'ont pas utilisé la bonne technique pour se remettre en question et ensuite travailler sur cette responsabilité-là. Sans se dire, ah ben non, mais c'est eux, c'est le prospect, il dit n'importe quoi, il comprend rien. Voilà, non, il faut être responsable de ses erreurs pour justement affirmer cette posture de leader. Et être un leader responsable, c'est aussi être responsable des autres, finalement. Encore une fois, qu'on ait un poste de manager ou pas, être responsable des autres, ça doit faire partie de la mission de chacun. On l'a vu aujourd'hui dans la crise qu'on connaît tous, que finalement, on a dû aussi, par moment, un peu compter sur les autres. Et on n'a pas demandé, on ne s'est pas posé la question de savoir si on était manager, dirigeant ou pas. On s'est juste posé la question de se dire, OK, on est responsable des autres de manière à ce qu'on puisse tous avancer dans le même sens.
on parle justement de ces trois aspects, ce qui résume plutôt bien, c'est de se dire que quand on parle de responsable vis-à-vis de soi-même, c'est de se dire qu'il ne faut laisser personne définir qui vous êtes. Voilà, vous êtes qui vous êtes finalement. Il est important de garder cette idée en tête, garder ce fondamental-là en tête. Ensuite, on est responsable de ses erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échec n'est pas de faire une erreur, mais de laisser cette erreur l'emporter. Voilà. Avec ces citations-là, là, vous êtes en train de vous constituer une bonne armure de leadership. Et quand on est responsable des autres, nul besoin d'être un leader pour mener. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que on s'est rendu compte hein, dans plusieurs exemples, que ce soit des exemples sportifs, politiques, au niveau de certaines armées qui sont intervenues, où finalement ce n'étaient pas les leaders du groupe, on va dire, qui avaient été mis sur cette position-là, qui ont fait preuve de plus de leadership, mais ce sont des personnes qui sont révélées leaders au fur et à mesure du temps. Donc, pas besoin d'être un leader justement positionné pour mener. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va passer à la suite. Être un leader responsable, c'est aussi faire preuve de résilience. La résilience, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est? N'hésitez pas à me dire sur le chat si vous avez une idée de la définition de ce qu'est la résilience. Oui, je pense que c'est le fait. Pardon, bonsoir, Lanel. Bonsoir. Je pense que faire preuve de résilience, c'est le fait de s'accrocher à un but et de ne pas le lâcher, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci pour cette définition. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Une autre que je vous donne, c'est de travailler sa capacité à traverser les épreuves malgré tout. Ça rejoint un peu ce que vous dites. C'est on a un but, on a des épreuves, et ben on travaille sa capacité à traverser les épreuves malgré tout. C'est un peu ça la résilience finalement. Ce qui est important de savoir justement, c'est que dans cette notion d'épreuve, il y a aussi cette notion d'échec. Souvent, quand je pose la question, quel est pour vous le contraire de la réussite? On me dit souvent l'échec. Et donc, ce que je réponds souvent, c'est que le contraire de la réussite, c'est certainement pas l'échec, mais l'abandon. Là où finalement nous ne sommes plus dans la résilience, c'est quand nous sommes dans l'abandon et nous ne souhaitons pas poursuivre le but, comme vous le disiez, l'objectif qu'on s'est fixé. Ça, dans la notion dans le métier de commercial, on le voit très souvent, justement. Alors, là, on va parler de quelque chose d'important quand on est leader, c'est de prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est important. Puisque là, je vais vous donner quelques astuces qui ne vont pas être uniquement utiles dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Et ben, qui n'a pas, à un moment dans sa vie, dû prendre une décision pour habiter à tel ou tel endroit? Prendre une décision pour choisir tel ou tel job? Prendre une décision pour choisir telle ou telle personne? Donc finalement, on se rend compte que la prise de décision régit toute notre vie. Donc il est temps de décider. Alors c'est bon, on y va tous ensemble et on va décider ensemble. Il y a des décisions qui sont plus faciles à prendre que d'autres. Voilà, là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de suivre? Est-ce que je suis ce que veut mon corps ou est-ce que je suis ce que veut mon régime? Il y a des décisions qui sont plus faciles à prendre pour les hommes. Est-ce que je suis plus attiré par l'une ou par l'autre? Il y a des décisions aussi plus faciles à prendre pour certaines femmes. Voilà, est-ce qu'on préfère telle ou telle personne? Voilà, mais c'est des décisions qui sont plus ou moins faciles, on va dire. Ah, il y a aussi d'autres décisions qui sont un peu plus faciles à prendre que d'autres, notamment sur une équipe de foot. Alors là, je ne vais pas lancer le débat de quelle est la décision la plus facile à prendre pour vous, mais n'hésitez pas à me dire si c'est difficile pour vous. Mais là, je pense qu'on est encore sur des décisions faciles. Tout ça avec ces petites plaisanteries pour vous dire que finalement, entre deux choix difficiles, il n'y a pas d'option idéale. Alors rappelez-vous bien de ça, entre deux choix difficiles,
il n'y a pas d'option idéale. Si les choix sont difficiles, c'est que le meilleur choix n'existe pas. Par contre, lorsque vous prenez des décisions faciles, le meilleur choix existe. Et oui, la preuve, c'est une décision facile. C'est-à-dire que le meilleur choix existe. Là où c'est un peu plus compliqué pour nous, c'est effectivement, je me répète, mais c'est qu'on a deux choix difficiles qui s'offrent à nous. Et une des clés que je vais commencer à vous donner, c'est de réfléchir toujours à une troisième option. Cette troisième option, généralement, vous ouvre un champ de possibilités qui est un peu plus grand. Donc, quand vous retrouverez face à deux choix difficiles à l'avenir, n'hésitez pas à réfléchir à une troisième solution qui va vous permettre de compenser un peu ces deux choix-là et d'aller un peu plus facilement vers une prise de décision. Donc, on va quand même se poser la question de comment prendre la bonne décision. Alors, j'ai une question à vous poser. Alors, n'hésitez pas à me répondre en direct ou via le chat. À votre avis, combien de décisions nous prenons par jour? Moi, je dirais une dizaine. Une dizaine. J'ai entendu une dizaine. Ça commence par le choix de ses habits, ce qu'on mange, non? Par le choix de se lever déjà. Par exemple. C'est vrai? Ouais, non, mais il y a du vrai. Ouais, commencer à se lever déjà. Les autres, vous avez une idée de combien de décisions on prend par jour? Je vais vous la donner et je pense que vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. On prend 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions par jour. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand on commence à se lever, on prend une première décision. Quand on décide de tourner à droite, quand on part de notre chambre, c'est une deuxième décision. Quand on décide d'aller à gauche ensuite, c'est une troisième décision, etc., etc., etc. Nous prenons sans cesse des décisions. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, en fait, je voulais savoir pourquoi c'est 35 000, pourquoi c'est un chiffre exact. C'est à peu près. C'est à peu près, ce sont les études qui ont montré ça. Mais c'est une bonne question. C'est à peu près 35 000. Ouais. Voilà, c'est à peu près 35 000. Tout ça pour dire que finalement, tous les jours, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions. Voilà, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, et ça, c'est important, parce que 0,26% des décisions prises par les individus sont prises consciemment, alors que ceux-ci pensent être conscients de 92% des décisions prises. Là, dans vos réponses, finalement, vous allez parler uniquement de vos décisions prises consciemment. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a tous ces petits automatismes qu'on fait tous les jours, qu'on n'intègre pas dans notre processus de décision. Et donc, ça, c'est important. C'est important parce que finalement, déjà, on se rend compte que la prise de décision, on est capable de les prendre inconsciemment déjà. Donc, on va continuer sur la prise de décision. Et finalement, on se rend compte que ce qui est le plus difficile pour tout le monde, c'est la crainte de la décision. C'est de se dire pourquoi je ferais ce choix-là et pas un autre. Voilà. C'est vraiment ça qui nous handicape finalement. Une phrase que j'aime bien, qui est de l'ancien président chinois et qui déjà commence un peu à nous déstresser. On n'est pas encore sur l'atelier gestion de stress, mais c'est assez important parce que la prise de décision est quand même quelque chose d'assez stressant. Il dit, mon premier principe est de ne pas craindre de faire des erreurs et mon second est de les corriger dès qu'elles apparaissent. À partir de là, dès qu'on a lu cette citation, on se soulage un peu. On se dit, ok, déjà, je me mets en position, j'essaie de ne pas craindre de faire des erreurs. Et puis ensuite, voilà, si jamais c'est une mauvaise décision, je prendrai le temps de corriger cette mauvaise décision. Et finalement, on a toujours un peu peur de prendre des décisions, surtout quand elles sont importantes. Mais j'ai envie que vous vous interrogiez sur cette question-là. C'est à quand remonte votre dernière mauvaise décision? Alors, n'hésitez pas à me répondre en direct ou via le chat, mais c'est pas quelque chose que je veux obligatoirement savoir, mais ce que je veux vous faire passer comme message, c'est de se dire que finalement, dans notre vie entière, est-ce que des mauvaises décisions, on en a pris tant que ça?
C'est important. Hein, là, j'essaie vraiment de faire cette mise en perspective sur la prise de décision parce qu'on se rend compte que nos mauvaises décisions, bah, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Alors, la première astuce que je vais vous donner pour cette prise de décision, c'est l'éclaireur. Alors, qu'est-ce que c'est l'éclaireur? Je vais vous mettre en situation. Vous êtes dans la jungle, vous partez de votre camp, vous avez dans votre main une épée, une faux, ou je ne sais pas, quelque chose qui vous permet finalement de couper les lianes, et vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. Donc vous décidez de partir à droite, et là vous coupez les lianes, vous continuez à avancer, vous coupez les lianes, vous commencez à être épuisé, et puis vous arrivez au bord d'un précipice. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Du coup, vous faites demi-tour, et finalement, vous êtes de plus en plus à bout de force, vous êtes épuisé, vous arrivez quand même à retourner à votre camp, mais vous êtes à bout de force, vous n'arrivez plus à avancer. L'éclaireur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette situation-là, si vous aviez eu un éclaireur, ça veut dire que si vous aviez une personne qui connaissait très bien le terrain, qui l'avait déjà pratiqué, elle aurait pu vous dire dès le début, bah non, il fallait aller à gauche. Et c'est ce que je vous invite à faire dans la vie de tous les jours, quand vous devez prendre une décision, c'est de voir autour de vous quelles sont les personnes qui sont déjà passées par cette prise de décision-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment elles en sont arrivées là? Donc il est important de toujours se renseigner, de demander des avis pour s'éclairer dans sa prise de décision. Demander aussi des preuves. Voilà, ça ne suffit pas de demander à la personne, mais demander des preuves sur comment elle a fait et comment elle est sûre que cette décision-là lui a servi, finalement. Donc on est OK, cette première astuce, donc l'astuce de l'éclaireur, on interroge des personnes qui ont connu à peu près la même situation pour commencer un peu à sonder. Ensuite, on a l'astuce qui est de entrer dans la peau d'un autre. Alors ça, c'est une astuce qui permet, en fait, dès qu'on a trop de stress par rapport à une prise de décision, quand on a quelque chose qui nous empêche finalement d'aller plus loin, c'est de se dire qu'est-ce qu'un tel ferait? Qu'est-ce que Warren Buffett ferait? Qu'est-ce que Steve Jobs ferait? Qu'est-ce que Michael Jordan ferait? Peu importe. Voilà, essayez vraiment d'entrer dans la peau d'un autre, de vous éloigner, de vous dissocier finalement du problème et de vous dire, OK, si ce problème n'était pas le mien, si cette prise de décision n'était pas la mienne, qu'est-ce que un ferait? Et je vous assure qu'en faisant ça, vous allez déjà, encore une fois, soulager un peu cette prise de décision et avoir un peu plus de perspective sur de quelle manière, justement, cette décision va être prise. Donc, on récapitule. Ouais. Rémi, on a une question de Lanel, du coup. Concernant l'éclaireur, est-ce que la manière de vivre une décision ne dépend pas de l'expérience de tout un chacun, du fait d'accepter ses erreurs et de les assumer? C'est une très bonne question, un peu philosophique. Très bonne question. Alors effectivement, la prise de décision appartient à chacun, et c'est pour ça que l'éclaireur, c'est une astuce à prendre avec parcimonie, parce qu'effectivement, on a chacun notre vie, chacun notre cadre de référence. L'éclaireur, en fait, c'est vraiment dans la situation où vous sentez qu'autour de vous, des personnes ont pris à peu près la même décision et qu'elles peuvent vous éclairer. C'est que vous allez vers un chemin, comme j'expliquais bien, avec dans la jungle, et qui va vous permettre, pourquoi pas, de vous éclairer sur ce chemin-là. Après, bien entendu, il faut faire son autocritique et son auto-jugement. En fait, ce que j'ai voulu mettre en avant avec cette question, c'est que le risque, c'est que justement, on se retrouve dans une situation où on n'est pas forcément responsable de nos erreurs. En fait, si jamais il se trouve que c'est une mauvaise décision, qu'on ne l'assume pas et que justement, on n'arrive pas à être un leader responsable. Du coup. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne remarque et il est important, justement, et je ne l'ai pas précisé, donc merci, de prendre du recul aussi par rapport à ça, par rapport à l'astuce de l'éclaireur. Merci en tout cas pour cette remarque. Donc on va continuer et on va passer à l'astuce 3. L'astuce 3, c'est de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ça va être, plutôt que de dire quelle pot de confiture choisir,
Voilà, imaginez que vous arrivez dans un magasin, vous devez choisir un pot de confiture, c'est une image encore une fois, et vous ne savez pas lequel choisir. Dites plutôt, quel pot de confiture à moins de 4 euros plaira à mes enfants, et tant qu'à faire à moi. Finalement, on est beaucoup plus précis. Et on se rend compte, il y a aussi une étude qui a été faite là-dessus, que la plupart des questions qu'on se pose ne sont pas assez bien formulées et pas assez précises. Ce qui nous amène généralement à du stress dans la prise de décision. Donc je vous invite, quand vous avez une décision à prendre, c'est vraiment d'être le plus précis, la plus précise possible sur la formulation de cette question. Et honnêtement, ça vous aidera beaucoup. On est OK sur les astuces? Cool. On va continuer. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'assertivité? Que ça vous parle? Voilà, il y a... Je n'en sais rien, Rémi. Dis-nous tout. En fait, c'est l'art de faire passer un message difficile sans passivité ni agressivité. Mais on pourrait aussi dire que c'est la capacité de s'affirmer sans dominer l'autre. Voilà, si vous avez une chose à retenir, c'est ça, c'est la capacité de s'affirmer sans dominer l'autre. Et donc ça, c'est une attitude, un comportement qui est de plus en plus demandé par les entreprises, parce que l'assertivité, aujourd'hui, on a constaté que très peu de personnes en font preuve. En fait, il y a 4 attitudes, finalement, qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est l'assertivité. En bas à gauche, vous voyez, il y a une première attitude qu'on va décrire ensemble. Alors oui, il faut quand même expliquer un peu ce que c'est l'autre plus, l'autre moins, moi plus et moi moins. Moi plus, ça représente une grande confiance qu'on a en nous. Voilà. Donc on a une très grande confiance en nous. Moi moins, c'est le contraire, c'est qu'on a très peu confiance en nous. L'autre plus, ça veut dire qu'on a une très grande confiance en l'autre. Et l'autre moins, c'est qu'on n'a pas très confiance en l'autre. L'autre, voilà, on le craint un peu, on s'en méfie un peu, ou on n'a pas confiance. Si on va sur le carré en bas à gauche, ça veut dire qu'on a très peu confiance en nous-mêmes et très peu confiance en l'autre, et on va avoir une attitude d'abandon. On peut avoir tendance à manipuler, à être dans l'inertie, la fuite. Et finalement, l'échange va être perdant-perdant, parce qu'on a très peu confiance en nous et très peu confiance en l'autre. Si on est juste au-dessus, on va avoir une bonne confiance en nous, mais par contre, l'autre, on ne va pas trop y prêter attention, ce qui va nous donner une attitude de supériorité, voire d'agressivité. On veut tout gagner pour soi et on veut que l'autre perde, gagnant-perdant. En bas à droite, on a l'attitude d'infériorité. Ça veut dire que finalement, on se sent inférieur à l'autre. Donc, on va être dans la soumission, dans le dévouement, et c'est un échange perdant-gagnant. C'est l'autre qui gagne tout. Et finalement, l'attitude d'assertivité est en haut à droite. C'est une attitude de confiance plus. Ça veut dire qu'on va avoir une grande confiance en nous, une grande confiance en l'autre, et on va plus être dans la négociation et dans l'échange gagnant-gagnant. Donc, résultat, ce que je vous invite à travailler, c'est votre confiance en vous et votre confiance en l'autre. Alors, pour ceux qui vont dire, voilà, j'ai pas confiance en moi à certains moments, la bonne nouvelle, c'est que les dernières études ont montré que même en faisant semblant d'avoir confiance en nous, ça renforce notre confiance. C'est-à-dire que même si on me dit, non, j'ai pas confiance en moi, faites semblant. Faites semblant d'avoir confiance en vous et ça va renforcer votre confiance en vous. C'est assez magique. Et l'autre, justement, ressentira cette confiance. Et du coup, on sera plutôt dans une attitude d'assertivité. Après, ça mériterait justement la confiance en soi de tout un module. Mais au moins, vous avez cette notion d'assertivité aujourd'hui qui devrait pouvoir vous servir. Après, Rémi, il faut du temps quand même pour avoir confiance avec les personnes avec qui on travaille quand même. Oui. Alors ça, c'est vrai que ça se construit. Ça se construit au fil du temps. Généralement, on constate que quand on a une bonne confiance en nous, on a une bonne confiance en l'autre et ça va vraiment dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que la confiance se construit sur des bases solides. On a besoin de bases solides pour faire confiance en l'autre. Toutes les sociétés ne sont pas les mêmes. En tout cas, la société française se base beaucoup sur la construction d'une relation de confiance.
Et c'est important de le prendre en compte, Anaïs. Oui, tout à fait. Excuse-moi. Oui. Quand vous parlez de la confiance sur la partie professionnelle ou sur la partie personnelle? Alors, là encore, c'est une bonne question. Moi, je pars vraiment d'un état d'esprit général, en fait. C'est vraiment avoir confiance en soi de manière naturelle. Et ensuite, cette confiance, normalement, doit se refléter, pardon, sur le milieu perso et pro. Vous dites ça parce que vous constatez qu'il y a des personnes qui ont plus confiance en elles professionnellement que personnellement, c'est ça? Parce que comme des fois, ça déborde en fait, en discutant avec des consultants, avec des collègues, etc. Des fois, du professionnel, ça passe sur l'aspect personnel et à un moment donné, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ah Voilà. oui, ouais, ouais. C'est une bonne question, effectivement. Des fois, on se rend compte que des personnes semblent avoir plus confiance en elles professionnellement que personnellement, ou l'inverse. Mais là, je parle vraiment, pour répondre à votre question, d'un point de vue global, d'un point de vue général. D'accord, ok. Ça peut Merci. déférer. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. On va parler maintenant de légitimité. Quand on parle de leadership, on parle de légitimité. Et qu'est-ce que c'est la légitimité? C'est, encore une fois, je vous ai donné une définition, mais il y en a plein, des fois même qui se contredisent. Hein. La légitimité, c'est la reconnaissance d'un individu dont les actions sont reconnues par les parties prenantes de l'entreprise comme désirables, adaptées ou appropriées au regard d'un système de normes, de valeurs, de croyances relatifs à l'entreprise. Voilà. Retenez vraiment cette idée-là, c'est la reconnaissance d'un individu dont les actions sont reconnues. C'est vraiment important de se noter ça. Et ce que je vous invite à faire, alors c'est ce que je fais généralement en formation sur le leadership, une formation dure beaucoup plus longtemps, c'est de s'interroger sur votre niveau de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez légitime dans votre job, hein, si on parle professionnellement, et quel est votre niveau de légitimité? C'est important parce que justement, plus on va avoir un niveau de légitimité qui va être haut, plus justement on va se sentir bien, plus on va se sentir leader et plus ça va se ressentir aussi à l'extérieur. Donc peu importe, hein, voilà, si votre niveau de légitimité entre 0 et 10, 10 étant un bon niveau de légitimité, vous êtes à 2, à 3, et c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment d'être dans une logique de progression. C'est comment je fais pour gagner en légitimité. Et quelles sont les pratiques créatrices de légitimité pour mon boulot, pour ce que je fais. Rémi, est-ce que la légitimité ne s'acquiert pas aussi avec le poste qu'on occupe? Oui, il y a aussi une question de poste, parce que c'est important ce que vous dites, dans le sens où le poste qu'on a, et aujourd'hui c'est pour ça que la légitimité, on en parle beaucoup dans le milieu professionnel, souvent ce qu'on craint, c'est de se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui dans le poste que j'ai, est-ce que je suis légitime vis-à-vis des autres? Est-ce que les autres me voient comme quelqu'un de légitime? C'est là où vous vouliez en venir? Oui, c'est surtout ça, oui. Oui, tout à fait. Dans notre métier, par exemple, en tant que consultant, quand on est chez le client, Oui. On peut avoir un certain poste, un poste qui nécessite, par exemple, de mener des projets à bien avec la gestion d'une équipe. Oui. Seulement, on n'a pas le même impact qu'une personne qui est interne à l'entreprise et qui occupe le même poste, par exemple. Et oui. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui se vérifie dans beaucoup d'entreprises finalement. Ouais. Donc, c'est très important de travailler sa légitimité. Aujourd'hui, vraiment, hein, je vous invite à vous poser ces questions-là. Merci en tout cas pour ce retour. Alors, faire preuve de leadership, alors je ne sais pas s'il y a des managers ici ou pas, mais c'est quand même important de le savoir, hein, qu'on manage ou pas. C'est que faire preuve de leadership, quand on pilote une équipe, c'est être au courant de deux choses. Déjà, de comment manager une organisation, et ensuite comment manager les hommes. Voilà. Il y a une question finalement de cohérence qui est donner du sens à l'action. Donc, rappelez-vous bien ça, hein. Cohérence, donner du sens à l'action. Et une question de cohésion, qui veut dire donner de l'âme à l'action.
Voilà, petit moyen mémotechnique, cohérence, sens, cohésion, âme. Donc la cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est porter la politique de l'entreprise. C'est organiser son service. C'est garantir les résultats. Développer l'activité. C'est le respect finalement de l'organisation dans une logique interne. C'est savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Et je le répète, c'est vraiment donner du sens à l'action. Les 3 choses demandées en 2021 par les collaborateurs, sachez-le, c'est du sens de l'autonomie, de la reconnaissance. Bien sûr, il y a des questions de rémunération, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, mais le sens arrive quand même en premier. Ce qui est le plus demandé par chacun, c'est d'avoir du sens dans son action. Donc, que chacun personnellement puisse avoir du sens dans son action permet généralement de la productivité. Et on a, comme je vous disais, la cohésion, qui est donnée de l'âme à l'action, donc cohérence, sens, cohésion, âme, animer et motiver son équipe, piloter et accompagner les collaborateurs, développer les compétences, gérer les relations. Et en gros, c'est inciter les membres d'une équipe à participer, coopérer, s'impliquer en étant solidaires. C'est avoir envie de faire ensemble. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir sur la cohésion, c'est vraiment cette idée-là, c'est avoir envie de faire ensemble. Voilà, c'est cette idée du collectif. Et je vais vous montrer une image. Je vais vous demander ce que vous voyez là. Alors, c'est peut-être pas très lisible pour vous, mais si vous voyez un peu ce que c'est un concept qui est très connu, justement, dans le leadership, qui rejoint l'idée dont je vous parlais juste avant. Le meneur, il est à l'arrière. Ouais, déjà une bonne remarque, effectivement. Est-ce que vous savez ce que ça représente comme animaux? C'est Des canards sauvages. non, c'est Presque. c'est des hirondelles. Des oies sauvages. Des oies sauvages, exactement. Des oies sauvages. Et finalement, c'est un concept qui est beaucoup utilisé dans les entreprises, chez les sportifs justement qui jouent en équipe. C'est justement ce concept de leadership des oies sauvages. Alors finalement, j'aime beaucoup ce concept parce que en observant justement les oies sauvages, on s'est rendu compte de pas mal de choses qu'aujourd'hui, nous humains, nous pouvons récupérer finalement pour nous l'approprier et l'utiliser. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les oies sauvages parcourent près de 8000 km, même voire plus, pour justement leur migration. Et finalement, dans ces déplacements-là, qui sont des déplacements périlleux, ce qu'on a constaté, c'est qu'elles arrivent saines et sauves à leur point de destination, avec un travail collectif remarquable. Faut savoir que les oies sauvages se déplacent à une moyenne de 70 km/h et se déplacent toujours en formation. Donc elles sont toujours en formation. Ce qui est important de noter, c'est que je l'ai eu, effectivement, là on a un leader qui est leader entre guillemets qui est derrière, mais ce qui est assez remarquable, c'est que c'est un leadership tournant. C'est-à-dire que là on voit ce leader qui est derrière, mais c'est que le leader va toujours un peu tourner. C'est dès que il ne se sent plus de l'idée, et quelqu'un d'autre va le remplacer, etc., pendant ces 8000 km. Donc déjà, premier concept à apporter à nos entreprises. Deuxième concept qu'on a pu observer, c'est que les oies qui sont derrière poussent des cris pour encourager les oies qui sont devant. Donc ça, on a pu l'observer. Et ces cris d'encouragement, qui sont des vrais cris d'encouragement, permettent d'avancer encore plus vite. Donc la deuxième chose qu'on peut apprendre finalement, c'est de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui dans notre job, est-ce qu'on est vraiment en train d'encourager nos collègues à aller plus loin? Troisième chose qu'on a pu observer, c'est que par moment, il y a des oies qui étaient un peu blessées dans la formation. Et ce qui se passe généralement, c'est que cette oie qui est un peu blessée, qui est un peu mal en point, qui est un peu fatiguée, elle sort de la formation naturellement pour ne pas pénaliser l'avancée du groupe. Et cette oie qui sort de la formation est tout de suite épaulée par 2 autres oies qui vont venir l'encourager, qui vont venir un peu la supporter et ensuite rejoindre la formation.
Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre chez ces oies sauvages. Alors, je ne suis pas spécialement passionné par les animaux, par les oies en général, mais j'ai trouvé ce concept très intéressant. Et par ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais d'un entraîneur, donc Sir Alex Ferguson, à Manchester, qui a amené ce concept, justement, dans le football, qui leur a parlé d'oies sauvages. Alors, c'est vrai que les footballeurs, voilà, l'entraîneur qui arrive et qui leur parle d'oies sauvages, ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'il a fumé, celui-là? Mais non, c'était un vrai concept pour leur faire comprendre que finalement, si on observe les oies et si on joue en équipe, un peu comme les oies le font, et ben, ça va bien se passer. Et résultat des courses, il a gagné, je ne sais plus combien de championnats, il a gagné des Coupes d'Europe, etc., etc. Je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment passionnant, cette transposition à l'humain qui a été faite. Et aujourd'hui, voilà, dans les entreprises, c'est fait assez couramment. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Pour résumer, donc coopérer et accepter un leadership tournant, c'est ce qu'on a pu observer chez ces oies. La coopération, vous avez pu le voir, c'est un leadership partagé. Et le soutien mutuel et la coopération. Ça, c'est faire preuve de leadership. Donc, dans une équipe performante, si chacun connaît et partage une vision ou une direction, le leadership peut être partagé. Et chacun peut encourager ses collègues à se dépasser. Alors, est-ce que vous le faites chez AFD? Oula, je poserai une autre question. Moi, je vais prendre la parole, Rémi. Oui. J'ai une petite équipe, je manage 4 personnes, mais j'ai la chance quand même d'avoir 4 personnes qui sont très engagées, qui vraiment, on se soutient tous sur tous les projets, et ça, c'est formidable, je dirais. Eh ben, c'est super, mais vous êtes des oies sauvages, voilà. C'est très bien et c'est très stimulant. Très stimulant d'être dans cette. Donc bravo et je vous invite à continuer dans ce sens-là. Le leader sait où il va, ça aussi c'est important. Alors je vais vous rappeler très rapidement comment on fixe des objectifs. Et il est important, avant de se dire de comment fixer les objectifs, d'avoir une vision. Donc souvent, on est dans le plan d'action. Voilà, tous les jours, on est dans l'action. Mais il est essentiel, par moment, dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, de vous poser et de remonter d'un cran et de vous dire, OK, mais quels sont mes objectifs? Et puis, pourquoi pas aussi, une fois tous les 6 mois, de vous dire, OK, quelle est ma vision? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Et tout ça doit être entouré, c'est pour ça que j'ai mis des valeurs, par vos valeurs, de toujours vous raccrocher entre vos valeurs, quelles sont vos valeurs personnelles, vos valeurs professionnelles, votre vision, et ensuite découler vos objectifs ou votre plan d'action. Donc ça, c'est important déjà sur comment se fixer un objectif. OK, essayez déjà de distinguer, OK, est-ce que vous êtes plutôt dans l'action? Est-ce que vous êtes en phase avec vos objectifs? Est-ce que vous êtes en phase avec votre vision et avec vos valeurs? Ensuite, il y a une méthode que vous connaissez peut-être, qui est la méthode SMART. Vous connaissez? Je vais vous la montrer. La méthode SMART, en fait, c'est une méthode qui permet de définir beaucoup plus facilement ses objectifs. Donc, le S de spécifique, il faut que l'objectif soit spécifique, mesurable, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'objectif, qu'il soit atteignable, réalisable et temporellement défini. Donc voilà, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Donc voilà, c'est un petit moyen mémotechnique de s'en rappeler. Et souvent, quand on se fixe des objectifs, on n'est pas smart du tout. Je vais vous donner un exemple. Alors, avant de vous donner un exemple, on va continuer là-dessus. Donc, fixez-vous un objectif qui vous motive. Alors, des fois, on n'a pas le choix, mais essayez. Les critères de l'objectif aisés à atteindre. Publier et écrire votre objectif. Donc, mettez-le en face de vous, votre objectif. Détaillez votre plan d'action en feuille de route. Et suivre votre feuille de route à long terme. Donc voilà, il est important de le fixer, d'avoir des critères, de publier, d'écrire votre objectif. Quand vous l'écrivez, c'est déjà beaucoup plus lisible. Détaillez votre plan d'action et suivre votre feuille de route à long terme. Donc je vais vous donner un exemple de formulation, justement.
sachant que 80% des problèmes sont générés par l'ambiguïté des tâches, parce que nos objectifs sont mal définis. Par exemple, si on dit « je vais me mettre au sport », est-ce que pour vous, c'est un objectif qui est smart? Ah, j'imagine que là, vous voyez qu'il manque quand même quelque chose. Par contre, si je dis, à partir du 12 mai, donc demain, je cours 2 fois par semaine pendant 30 minutes, l'objectif, avoir perdu 3 kilos au 30 juin 2021 pour me sentir mieux dans ma peau. Là, on a un objectif, et je pense que vous serez d'accord, qui est clairement plus motivant. On a même 2 objectifs en un, donc là, c'est vraiment génial. Souvent, et dans 80% des cas, on va se dire, eh ben, à partir de telle date, je me mets au sport. Mais on n'est pas assez précis. Et c'est ce qui nous conduit à la démotivation, et c'est ce qui nous fait perdre du leadership. Donc, il est important au mieux, quand vous avez des objectifs personnels, professionnels. Alors, il y a des objectifs qu'on ne choisit pas forcément, mais sur les objectifs sur lesquels vous avez le contrôle, je vous invite vraiment à essayer d'être le plus précis possible et vous verrez que votre motivation viendra avec. Alors, une autre phrase de Nikola Tesla, alors j'aime beaucoup les citations parce qu'elle parle, le problème n'est pas tant que les gens pensent profondément, mais qu'ils ne pensent pas clairement. Je trouve qu'elle résume pas mal cette idée de clarifier vos objectifs. Vraiment clarifier vos objectifs pour que vous ayez une vision claire. Et le leader, hein, celui qui fait preuve de leadership, a cette vision claire. On va arriver bientôt sur la fin et je voulais quand même vous donner quelques autres billes sur la confiance. Vous m'en parliez tout à l'heure et on va voir comment inspirer confiance. Parce que être leader, c'est aussi penser aux autres. Donc, il est important d'inspirer confiance. Et pour inspirer confiance, une phrase qui est vraiment importante à mes yeux, qui est « c'est en étant convaincu que l'on est convaincant ». Voilà, j'ai fait pas mal de commercial dans ma vie et je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient, ceux qui avaient le plus de résultats, c'était ceux qui étaient les plus convaincus par leurs produits, par leurs services. Et finalement, on s'est rendu compte que ceux qui étaient convaincus étaient du coup convaincants par les autres. Donc pour inspirer confiance aux autres, les autres doivent ressentir que vous êtes convaincu par ce que vous faites, que vous êtes convaincu par ce que vous dites. Les personnes qui ne sont pas convaincues, généralement, c'est un peu plus difficile d'inspirer confiance. Donc notez-vous cette phrase, écrivez-la et essayez de la vivre au mieux au quotidien. Je suis convaincu que ça vous aidera. Soyez audacieux, il est important aussi, hein, mais ne confondez pas audace et courage. Ayez l'audace d'y croire et le courage de le faire. Voilà. C'est important aussi hein, pour inspirer confiance. Les personnes ont besoin aussi de voir que vous avez cette audace-là, que vous avez ce courage-là. Donc c'est important de le noter. Donc audace et courage, à ne pas confondre aussi. Autre chose hein, qui est important, c'est d'identifier ses croyances limitantes, de montrer l'exemple et de développer son optimisme. Les croyances limitantes, est-ce que vous savez un peu ce que c'est? Est-ce que ça vous parle? Non? Bon, on va en parler. On va en parler. Donc, Comment? Si, les croyances. Croire qu'on ne peut pas arriver à certaines choses alors que c'est juste nous qui sommes convaincus de ne pas arriver à le faire, mais on n'a pas tenté de le faire déjà. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et finalement, on se rend compte que dans notre vie, on a plein de croyances limitantes. J'en avais. Ah d'accord. C'est-à-dire, concrètement, étant sédentaire, je ne pensais pas être capable d'être sur le terrain, par exemple. Ah, c'est super intéressant. Un super exemple. Voilà. Une super illustration. Alors, comment vous avez fait justement pour vous débarrasser de cette croyance limitante? C'est intéressant pour le groupe. J'y suis allée. Je me
il faut lâcher prise. Voilà, tout simplement. J'ai entendu lâcher prise. Le fait de dire, voilà, j'y vais, il faut juste dire j'y vais. Ah, d'accord. Donc, j'y vais, je fonce et je verrai ce que ça fait après. Voilà. ça, c'est intéressant. C'est super intéressant. Donc, il y a eu du lâcher prise et de la Et mise du en action. courage. Et du Lâcher courage. prise et courage. Ouais, Et voilà, du courage, parce qu'on en a parlé juste avant. Bah, voilà, oui. c'est le lien parfait, comme quoi ça illustre tout à fait ce que je viens de dire. Donc, tout à fait. Bah, merci en tout cas pour cet exemple qui vient enrichir. Retour d'expérience. Et oui, retour d'expérience en direct. Alors là, voilà. super, c'est super. Effectivement, hein, je vous invite à travailler sur vos croyances limitantes. C'est un peu ce que. Alors, c'était quoi votre prénom? Moi, c'est Isabelle. D'accord. C'est un peu ce que nous disait Isabelle, hein, c'est ça? Voilà. Tout à fait. D'accord. Les croyances, désolé, c'est un petit peu grisier, c'est pour ça. Les croyances ont une capacité phénoménale à nous emprisonner, à nous limiter, un peu comme nous disait Isabelle, à croire qu'elle ne pouvait pas aller sur le terrain. Nos seules limites sont celles que nous nous imposons ou que nous nous laissons imposer. Et nos limites viennent de notre perception de la réalité. Et ouais, parce qu'en vrai, aller sur le terrain, j'imagine que c'était pas si sorcier. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était une problématique de perception. Donc, dépasser nos limites permet de nous accomplir. Et là encore, on a eu un exemple qui vient justement illustrer tout ça. Donc, je suis vraiment ravi. Donc, un petit exercice que je vous invite à faire chez vous, un peu comme l'a fait Isabelle, c'est d'identifier vos croyances limitantes. Vous avez des exemples qui sont je ne suis pas assez créatif pour réussir. Voilà, je l'entends souvent, ça aussi. Non, mais ça, laissez tomber, je ne suis pas assez créatif pour réussir. C'est une croyance limitante. Une autre, c'est si je dors moins de 9 heures, je ne serai pas productif. Voilà, ça peut être aussi une croyance limitante, puisque finalement, on s'est rendu compte que j'ai dormi 8 heures et j'ai été productif. Alors, voilà, je ne vous demande pas de débattre sur ces deux croyances limitantes, mais c'est pour vous donner des exemples où je ne pense pas pouvoir aller sur le terrain. Voilà, comme nous l'a dit Isabelle. Et il y a aussi la notion d'exemplarité qui est importante. Donc, je vous donne beaucoup de billes, hein, finalement. Après, je vous invite à aller creuser un peu tout ça. Alors, il n'y a pas que le virus actuel qui est contagieux, il y a aussi l'exemple. Comme disait La Rochefoucauld, rien n'est aussi contagieux que l'exemple. Donc, voilà, une petite question ouverte, s'il y en a un ou deux qui veut intervenir. Qu'est-ce que vous pensez de la notion d'exemplarité? Qu'est-ce que c'est pour vous? On a plusieurs, hein, on a plusieurs exemples en tête. Et pour beaucoup, finalement, la notion d'exemplarité, c'est inspirer. C'est inspirer. C'est pouvoir, justement, comme on dit, montrer l'exemple. C'est faire en sorte que les autres, quand ils nous voient, ils s'identifient à nous de manière positive. Et ils ont envie de reproduire ça. Mais dans un cercle vertueux, bien entendu. Donc, dernière partie sur l'optimisme. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous donner rendez-vous le 18 mai, c'est la semaine prochaine, sur mon atelier sur l'optimisme comme levier de performance durable. Mais je voulais quand même vous en parler parce que l'optimisme fait partie finalement du leadership, fait partie des compétences de leadership à avoir. Je vais vous donner une petite définition. Donc, l'optimisme désigne chez l'être humain un état d'esprit qui perçoit le monde et l'univers de manière positive. Une personne optimiste a tendance à voir le bon côté des choses, à penser du bien des gens, à considérer que des événements, même fâcheux, prendront quoi qu'il arrive une tournure positive, dans la mesure où l'on trouve toujours une solution au problème. Alors, est-ce que dans ce groupe, on a des personnes optimistes? J'ai entendu un grand oui, mais par la pensée. Donc c'est bon, ça passe quand même. En France, on est un peu les champions hein, du mot petit. Souvent, on va dire, ça vous dirait d'être votre propre petit chef. Pourquoi petit? Ma petite voiture, mon petit chez moi, mon petit verre. On a souvent ce mot petit. Et les mots sont révélateurs d'un état d'esprit.
généralement. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a souvent le peuple français qui est vu comme pessimiste, parce que c'est aussi dans l'utilisation des mots, on ne va pas oser voir plus grand, et ça ne décrit malheureusement pas la réalité, mais ça la crée. Voilà. Alors là, je vous ai donné l'exemple de petit, mais ça peut être sur plein d'autres exemples, finalement. Alors, je vais vous donner 6 clés pour développer votre optimisme aujourd'hui, même si on en reparlera la semaine prochaine. Un peu comme nous l'a dit Isabelle, hein, savoir lâcher prise, très important. Cultiver sa confiance, on l'a déjà vu, et c'est valable pour le leadership et c'est valable pour l'optimisme. Penser et agir autrement. Positiver. Ah oui, il est important de positiver. D'ailleurs, on se rend compte que les personnes qui sont positives ont beaucoup plus d'agilité mentale et sont beaucoup plus enclines à faire des choses positives que les autres. Être plus détendu et sourire. Et ouais, l'importance du sourire, c'est primordial, hein. On se rend compte que même avec un masque, on voit les personnes qui sourient. Donc ça, c'est positif. Donc, c'est un exercice aussi que je fais souvent en formation, que je peux vous inviter à faire si vous voulez de votre côté. Alors, l'objectif, en fait, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez développer au mieux votre leadership. Donc, vous pouvez, vous avez la liberté, bien entendu, de faire ces exercices ou pas, mais c'est vrai que plus on va faire les exercices que je vous donne sur vos interrogations, sur vos croyances limitantes, sur la notion d'exemplarité, sur se positionner de 1 à 10 sur la légitimité, sur ces points-là, ce sont des exercices à faire soi-même qui vont développer notre leadership. Et pour ça, il est important de changer. Voilà, on est en phase de changement. Vous êtes en train de devenir des leaders. Alors ceux qui l'étaient, vous allez être encore plus. Et je vais vous donner l'histoire de la mouche. Alors c'est l'histoire d'une mouche qui veut rejoindre le jardin en traversant la fenêtre. Elle prend son élan et poc, elle se heurte à la vitre. Elle recommence encore et encore. Et le soir, elle est morte sur l'appui de la fenêtre. Voilà, c'est un triste exemple. Alors oui, c'est vrai que je vous ai parlé d'oies sauvages, de mouches. Encore une fois, je ne suis pas passionné par les animaux. Mais cet exemple de la mouche, c'est vraiment l'art de recommencer sans changer. C'est effectivement, la fenêtre à côté était ouverte, mais on a choisi de s'entêter à faire exactement la même chose, ne pas changer. Et finalement, c'est ce qui nous a tués, entre guillemets, c'est ce qui nous a causé du tort. Donc, des exemples sur comment vous pouvez agir sur vous-même et changer pour gagner en leadership. Vous pouvez vous dire, par exemple, que à partir d'aujourd'hui, c'est le moment. Voilà, cet atelier du 11 mai marque le début d'autre chose pour vous. Vous vous engagez à être plus simple pour arrêter de vouloir que tout soit mieux. Ça aussi, c'est le perfectionnisme. À être plus souriant pour arrêter d'être trop sérieux. À me faire confiance pour arrêter d'être dépendant du regard des autres. Ou à être plus détendu pour arrêter de vouloir tout maîtriser. Donc, je vous invite vraiment à vous engager vis-à-vis de vous-même. Encore une fois, c'est encore une clé que je vous donne pour développer votre leadership. Donc, si vous souhaitez changer votre façon de changer, choisissez parmi ces comportements automatiques ceux que vous voulez travailler. Voilà, j'accélère un peu pour arriver à la fin. Donc, voilà votre petit plan d'action que je vous invite à faire. Je ferai un contrôle la semaine prochaine. Je plaisante. Non, mais il est important de s'engager au mieux. Et la dernière chose qui est liée à l'optimisme, qui est de prendre soin de soi. Alors, j'ai pas besoin de vous dire grand-chose parce que vous avez déjà des ateliers de naturopathie, mais il est important quand on fait preuve de leadership, les leaders généralement prennent soin de leur corps, prennent soin d'eux. Et ça, je pense que vous le savez déjà. Mais un petit pic, un petit rappel ne fait pas de mal. Donc avoir une alimentation optimale, méditation 5 minutes par jour, c'est pas énorme, et je pense que chacun peut le faire. La méditation, on en connaît ses bienfaits, ça permet d'avoir plus de clarté d'esprit, ça permet d'avoir une vision plus claire. On a parlé de vision quand on parlait de leadership, et ça permet aussi de gérer son stress. Le sport, 15 minutes par jour aussi. Voilà, c'est pas énorme, mais si on commence par 15 minutes par jour, c'est pas mal. Posture, on se redresse. Voilà. On sait que quand on a une posture droite, qu'on est redressé,
et ben, tout de suite, la confiance en nous augmente. La confiance est là. La confiance nous permet finalement de faire les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Souriez. Voilà, dans les moments où vous avez des petits coups de blues, essayez de vous regarder dans la glace et de sourire. Rien qu'en vous regardant sourire dans la glace, eh ben, ça va chimiquement créer des choses positives en vous. Et la gratitude. Voilà, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Voilà, soyez reconnaissant d'avoir ce que vous avez aujourd'hui. Une phrase de Ant Middleton que j'adore qui est si tu ne te challenges pas, n'attends aucun changement dans ta vie. Et oui, il est important quand même de se challenger, de ne pas se laisser porter par le courant, mais bien d'essayer au mieux de se challenger pour avoir un changement dans sa vie. Donc, bravo pour justement vos interventions, pour votre écoute et merci. Merci pour, encore une fois, hein, pour ces questions. Parce que à chaque fois, hein, les questions vont me permettre aussi d'avancer et ont permis de nourrir le groupe, notamment à travers les différentes réflexions. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que Anaïs avait sa réunion, mais est-ce que si vous voulez, si vous avez quelques questions sur le leadership, n'hésitez pas. C'est le moment, j'ai un peu de temps si vous voulez. En attendant, je fais défiler, en attendant que vous trouviez vos questions. Alors, hop. Peut-être un petit remerciement par rapport à ta présentation. Oui. C'était trop pour moi en tout cas. C'était comment? Je n'ai pas entendu. Ça a coupé un petit peu. Présentation. Merci. Juste pas. D'accord, merci. Bon, mais si personne n'a de questions, voilà, il est 19h12, donc j'ai un petit peu débordé. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur l'optimisme. Je vous en ai parlé un petit peu, mais l'année prochaine. La semaine prochaine, on va en parler un peu plus en détail. Le 25 mai, ça sera sur les bases de la communication relationnelle. Très important, hein, quand on sait que sans les autres, nous n'existons pas. Il est important de justement travailler sur cette communication-là. La gestion du stress, donc on verra comment gérer le stress de manière à ce que ce soit un vecteur de performance individuelle et collective. Et on finira par la méthode OPR, donc, qui est une méthode qui va vous permettre de mieux vous connaître et d'agir sur les comportements. Voilà. Écoutez, on va clôturer. Donc, une dernière question. Tout est bon pour vous? Eh ben, très bien. Je vous remercie. Merci encore à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine, un très bon week-end pour ceux qui vont profiter de ces 4 jours pour partir. Et on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, soyez leaders, soyez vous et prenez soin de vous. Merci, À la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Merci. Au revoir.